Mon fils est mort il y a 3 semaines. Sa femme Élise m'a laissé son enfant Théo avant de s'envoler pour la Toscane avec un nouvel homme Julien. Théo, mon petit ange, a tenté de m'empoisonner, chaque soir, sans comprendre ce qu'il faisait. Maman a dit que ces bonbons aident mamie à dormir pour toujours, murmurait-il. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris, je ne mourrai pas de vieillesse. On voulait me tuer. Élise est arrivée un matin à ma porte, une valise à la main de Théo accrochée à sa jambe. Pas une larme dans ses yeux. Ses cheveux semblaient tout juste coiffés. Elle a dit qu'elle avait besoin de espace pour faire son deuil. En Italie, avec un ami. Elle a embrassé Théo évitant mon regard et a disparu dans un taxi. Je suis restée sur le perron un enfant de 5 ans, dans une main un millier de mots coincés dans l'autre. Je pensais que c'était le pire des chocs. J'avais tort. 3 nuits plus tard, Théo m'a tendu un bonbon rouge avant de dormir. Maman a dit que tu dois le manger, mamie. Ça t'aide à dormir pour toujours. J'ai ri au début. Les enfants disent des choses bizarres. Mais son ton si mécanique, si innocent m'a troublée. Le bonbon n'avait ni marque ni étiquette. Il avait un goût amer métallique. Je n'en ai pris qu'une bouchée. À la 5e nuit, des douleurs d'estomac, des démangeaisons. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai arrêté de manger ces bonbons et j'ai commencé à observer. Chaque soir, Théo m'en donnait un, toujours d'un sachet différent, répétant la même phrase. Maman dit que tu dois tout manger. J'ai apporté un emballage à la pharmacie. Rien. J'ai payé pour un test en laboratoire privé. Et là, la vérité m'a glacé le sang. Une toxine à faible dose, cumulative, mortelle à long terme, silencieuse, lente, invisible. Assise par terre dans ma salle de bain, je tremblais. Pas à cause du poison, mais parce qu'on avait transformé mon petit-fils en arme contre moi. Et il ne le savait même pas. Ce soir-là, dans le miroir, je n'ai pas vu une vieille femme usée, mais une mère frappée par une seconde condamnation à mort. La première, c'était perdre mon fils. La seconde, savoir que sa femme voulait ma mort. Mais cette fois, je ne partirai pas sans me battre. Avant tout cela, j'étais simplement Claire Moreau, 62 ans, ancienne bibliothécaire, reine des tartes aux pommes et tricoteuse de châles que personne ne portait. J'habitais une maison paisible, rue des Lilas, à Nantes, où rien n'arrivait sauf le courrier en retard. Puis mon fils Antoine est mort. Antoine était de ceux qui appellent leur mère tous les dimanches sans faute. Même en voyage, même débordé par Théo et Lise, où son travail il appelait. Sa voix était mon encre. Le jour où la gendarmerie a frappé à ma porte, j'ai su. Le silence de ce dimanche-là m'avait déjà tout dit. Un accident de bateau, ont-ils dit. Une tempête soudaine. Il s'est noyé en sauvant l'enfant d'un autre. À l'enterrement, Élise n'a presque pas pleuré. J'ai pensé que son deuil prenait une forme différente. Elle portait du blanc, disant que le noir, ce n'était pas son style. Je n'ai rien répondu. 2 jours plus tard, elle faisait ses valises. J'ai besoin de respirer, m'a-t-elle dit, lunettes de soleil vissées sur le nez. Je ne peux pas guérir ici. Elle a laissé Théo avec une boîte de jouets et un baiser furtif. Depuis ma fenêtre, je regardais le taxi s'éloigner, me disant « Elle reviendra dans une semaine. Une mère ne s'en va pas longtemps. » Mais elle n'est pas revenue, ni en une semaine, ni en 2. Alors je suis redevenue mère. Théo avait 5 ans, des cheveux en bataille, des yeux curieux, des questions plein la bouche, du beurre de cacahuète sur les doigts et des Legos dans mes chaussons. Je n'étais pas prête à élever un enfant à nouveau, mais je n'étais pas prête à perdre le mien non plus. Je faisais des croque-monsieur, lisais des histoires, chantais des berceuses d'une voix fêlée. Je le serrais fort quand il se réveillait en pleurant son papa. « Tu es en sécurité ici ?» lui disais-je, jusqu'à ce que j'y croie moi-même. Puis Élise est revenue, pas avec des excuses, mais avec Julien. Il portait un costume trop étroit et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il m'appelait Madame Claire, comme s'il me faisait une faveur. Ils se sont installés dans un Airbnb à 2 rues et ont commencé à coparenter de loin. Élise parlait de « nouveau départ ». « Je me reconstruis », disait-elle autour d'un café que je n'avais pas proposé. « Et Théo ?» ai-je demandé. Elle a balayé la question d'un geste. « Il va bien. Les enfants sont solides. » Je regardais Théo courir après des papillons dans le jardin pieds nus. Il n'allait pas bien. Il tenait le coup grâce à ses dinosaures en plastique et mes câlins du soir. Il venait plus souvent. Élise apportait des goûters, Julien des livres. La soirée bonbon est devenue une routine. Théo me donnait un bonbon chaque soir tout fier.
Au début, je pensais peut-être qu'elle essaye. Maintenant, je sais la vérité. Le premier bonbon est arrivé un mardi. Théo est entré dans le salon en pyjama dinosaure, serrant un petit bonbon rouge dans son poing. Il rayonnait comme s'il m'offrait un trésor. C'est pour toi, mamie. Maman a dit que ça t'aide à mieux dormir. J'ai souri, que faire d'autre face à un enfant qui vous tend un bonbon collant, et à moitié fondu, je l'ai déballé et mis en bouche. Le goût était étrange, amer, avec une pointe d'agrumes comme un fruit qui aurait oublié d'être sucré. Mais je l'ai avalé. C'est maman qui te l'a donné, ai-je demandé. Il a hoché la tête enthousiaste. Elle a dit que tu dois en manger un chaque soir. Vraiment? Elle a dit que tu dormiras pour toujours. Je me suis figée. Comment ça, mon cœur? Théo m'a regardé comme si j'avais raté une blague. Maman a dit que quand les gens sont très fatigués, les bonbons les aident à dormir pour toujours, comme les tortues dans le dessin animé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, il m'a apporté un autre bonbon bleu, cette fois plus crayeux. Je l'ai remercié, disant que je le mangerais plus tard. Dès qu'il a eu le dos tourné, je l'ai enveloppé dans un mouchoir et caché dans l'armoire à pharmacie. À la fin de la semaine, j'en avais 5. Je les ai alignés dans une vieille tasse rouge, bleu-vert, orange-violet. J'ai cherché sur Internet toutes les marques de bonbons pour le sommeil de pastilles aux herbes. Rien. Les emballages n'avaient ni logo ni inscription. Juste du plastique transparent fermé par un nœud. Ce week-end-là, Élise est passée avec Julien. Elle flottait dans la cuisine comme dans une publicité légère, belle fausse. Julien lisait un livre sur les robots à Théo. « Je vois que Théo t'aide beaucoup », a-t-elle dit avec un sourire en coin, jetant un œil à la tasse sur le comptoir. « Oui, ai-je répondu prudemment. Il est adorable. Tu devrais les prendre. Il est contrarié si tu ne le fais pas. » J'ai hoché la tête. Mon estomac s'est noué. Cette nuit-là, j'ai jeté le bonbon dans les toilettes pendant que Théo se brossait les dents. La semaine suivante, j'ai remarqué autre chose. J'étais plus fatiguée que d'habitude. Étourdie. J'ai laissé tomber un verre. Mes mains tremblaient en pliant le linge. D'abord, j'ai mis ça sur le compte du chagrin, puis de l'âge, puis du stress. Mais quelque chose clochait. J'ai pris rendez-vous à la pharmacie disant que je voulais identifier un complément importé. J'ai apporté le dernier bonbon que je n'avais pas jeté. Le pharmacien a froncé les sourcils. Ça n'a pas de marquage officiel. Je ne peux rien vous dire juste en regardant. J'ai payé pour un test en laboratoire privé, qu'ils m'appellent dès qu'ils auront des résultats. Pendant ce temps, Théo continuait. Un bonbon par soir, toujours avec la même phrase. Maman dit que c'est ton bonbon pour dormir. Il n'avait jamais peur, jamais d'hésitation. Il faisait ce qu'on lui disait. C'est ça qui m'effrayait. Quand l'appel du labo est arrivé, la voix de la femme était trop calme. Nous avons trouvé des traces de scopolamine et de zopiclone, faible dose. Non létales seules, mais à long terme. Elles affectent le système nerveux. Désorientation, confusion, dommages permanents, surtout chez les personnes âgées. Je suis restée silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans des bonbons, a-t-elle ajouté. Je m'en doutais, ai-je répondu. J'ai raccroché, regardé par la fenêtre. Théo creusait des trous dans le jardin avec une pelle en plastique. Julien observait depuis le perron, lunettes de soleil sur le nez, un verre à la main. Mes mains étaient glacées, ma poitrine serrée. Quelqu'un essayait de me tuer, et ils utilisaient mon petit-fils pour le faire. Quand les résultats du labo ont confirmé mes pires craintes, je n'ai ni pleuré ni crié. Je suis restée dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé froid, fixant le mur, comme s'il pouvait me donner une solution. Quelqu'un voulait ma mort, lentement, discrètement. Et ce quelqu'un, c'était Élise. Je ne l'ai pas confrontée, pas encore. Une bibliothécaire s'est collectée des informations en silence méthodiquement, sans alerter personne. J'ai commencé petit. D'abord, j'ai gardé les bonbons. Chaque soir, Théo m'en donnait un avec son sourire fier. Je le remerciais, l'embrassais sur le front et glissais l'emballage dans ma poche. Plus tard, je rangeais le bonbon dans un récipient étiqueté au congélateur, notant la date sur des post-it. Rouge le lundi, vert le jeudi. Élise était régulière, presque méthodique. Ce n'était pas impulsif. C'était calculé. Ensuite, j'ai utilisé un vieux téléphone, celui d'Antoine, encore dans un tiroir. J'ai activé l'enregistreur vocal et l'ai posé sur la cheminée orientée vers la salle à manger. Il tournait à chaque visite d'Élise. La plupart des enregistrements étaient anodins, bavardages, rires de Théo, la voix mielleuse de Julien. Mais un jour, j'ai capté quelque chose. « Assure-toi qu'elle le prenne !»
a murmuré Élise un après-midi quand Théo jouait ailleurs. Si elle saute un jour, ça ralentit tout. J'ai réécouté 5 fois avant de sauvegarder sur une clé USB. Puis, j'ai téléchargé le fichier sur le cloud. Je ne faisais plus confiance au stockage local. Ensuite, la caméra. J'avais une vieille caméra de surveillance déguisée en plante en pot achetée par Antoine pour Théo bébé. Elle prenait la poussière au grenier. Je l'ai nettoyée, rechargée et placée sur une étagère de la cuisine parmi d'autres pots. Elle filmait la table où je mangeais les bonbons. En quelques jours, j'avais des images. Théo me tendant le bonbon. Élise observant attentivement Julien, faisant semblant de ne rien voir, mais ses yeux suivaient tout. Pas de crime évident, mais l'intention, elle crevait l'écran. Puis la vraie percée. Je me suis souvenu de Sophie, une amie du club de lecture qui travaillait aux archives municipales. Je l'ai contactée sous prétexte de mettre à jour mon testament. Nous nous sommes vus dans une pâtisserie qu'on aimait autrefois. Et je me demandais, ai-je dit prudemment, s'il y a des polices d'assurance à mon nom dont je devrais savoir. On oublie des choses à mon âge. Elle a hoché la tête. Je peux vérifier. Ça prendra quelques jours. 3 jours plus tard, elle m'a appelé. Il y a une police, a-t-elle dit la voix neutre. Souscrite il y a 6 mois. 500 000 euros, payable en cas de décès par cause naturelle, effective immédiatement. Ma gorge s'est serrée. Qui est le bénéficiaire? Élise Moreau. Évidemment. Elle a dit qu'elle gérait tes finances, que tu déclinais mentalement, que tu avais signé. Je n'ai rien signé, ai-je répondu. Je m'en doutais, a dit Sophie doucement. C'est grave, Claire. C'est une fraude à l'assurance. Et s'il t'arrive quelque chose, c'est déjà en cours, ai-je dit. J'ai raccroché et fixé le jardin. Théo alignait ses soldats en plastique dans les parterres. Julien observait depuis le perron, bras croisés comme un gardien. Mes mains étaient froides, mais ma colère brûlait. Ce n'était pas un malentendu, pas le chagrin, ni une mauvaise décision. C'était un meurtre déguisé en câlin du soir. Ils ne voulaient pas juste me tuer, ils voulaient m'effacer. Et je serais damnée si je les laissais faire. Une fois que j'ai su ce qu'ils faisaient, je n'ai pas perdu de temps à chercher pourquoi. La cupidité n'a pas besoin de raison, juste d'opportunité. Et j'étais la cible parfaite, âgée, endeuillée seule. Alors je suis devenue exactement ce qu'ils voulaient. Je marchais plus lentement, laissais mes mains trembler à table, répétais mes phrases exprès. Je simulais des oublis, brûlais des toasts, mélangeais les noms. Plus je semblais fragile, plus ils se détendaient. Élise me regardait comme si j'étais déjà en train de m'effacer dans la poussière. Tu n'oublies pas des choses quand même, a-t-elle demandé un jour, posant un sac de courses que je n'avais pas demandé. Parfois, ai-je dit, clignant des yeux comme perdue. Elle m'a souri pleine de pitié. Tu devrais noter les choses, au cas où. Elle parlait d'un testament. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Mais j'ai noté oh oui dans un carnet noir caché sous l'évier d'Adzer, emballage, symptômes, phrases suspectes. Je consignais tout, parce que si je tombais, il tomberait avec moi. L'idée du dîner dominical est venue 1 semaine plus tard. Ah, ça ferait plaisir à Théo, ai-je dit à Élise au téléphone, la voix douce. Il a besoin de toi. Et moi, j'aimerais qu'on soit une famille juste pour une soirée. Oh Claire, a-t-elle répondu mielleuse. Bien sûr, Julien et moi, on adorerait. Ils étaient trop enthousiastes. J'ai passé les jours suivants à préparer non pas le poulet rôti et les pommes de terre, mais la scène. J'ai vérifié la caméra pot de fleurs changer sa carte SD. Ajouté une seconde caméra dans une chouette en céramique près de la table à manger. Testé des enregistreurs cachés dans le porte-serviette et l'horloge au-dessus de la cuisinière. Le samedi soir, j'ai mis à jour mon bracelet d'alerte médicale reprogrammé pour appeler Sophie d'une simple pression. J'ai aussi écrit une lettre à Théo glissée dans son sac à dos. Rien de tout ça n'est de ta faute. Je t'aime plus que tout. Le dimanche est arrivé clair et silencieux. Théo m'a aidé à mettre la table, ses petites mains soigneuses avec les fourchettes. Il a demandé si maman aimerait des bougies. Je les ai allumées juste pour les voir brûler. À 6 heures, ils sont arrivés. Élise rayonnait comme une actrice sûre de son triomphe. Julien en chemise portait du vin et des lits de supermarché. Soirée en famille, a-t-il dit sourire de renard. Le dîner était tendu sirupeux. Élise s'inquiétait de ma santé avec un air faussement concerné. Julien complimentait les pommes de terre. Tu as pris tes dispositions, n'est-ce pas ? A demandé Élise pendant le dessert, faisant tourner son vin. Au cas où, j'ai souri faiblement. Je fais confiance au destin pour tout régler.
Elle a ri. Julien aussi, mais ses yeux brillaient. Après la tarte, Théo a tiré sur ma manche. Ton bonbon du soir, mamie, a-t-il dit sortant un bonbon rose de sa poche. Maman a dit que celui-ci t'aide à dormir vraiment, vraiment bien. Je l'ai pris doigt tremblant. Merci mon trésor, ai-je murmuré. Je l'ai déballé, mis en bouche, mâché une fois. Puis j'ai toussé vacillé, laissé tomber mon verre. Il s'est brisé sur le carrelage. J'ai gémi et me suis effondré lentement comme un oiseau mourant. Élise a crié théâtrale. Julien a juré. J'ai gardé les yeux fermés, respirant à peine. Elle l'a pris, non? A chuchoté Julien. Oui, a sifflé Élise. Je l'ai vu mâcher. Et maintenant, on attend 5 minutes. Puis on appelle. Ça semblera naturel. Clic. Mon doigt a pressé le bracelet une pression silencieuse. La ligne de Sophie s'est activée. Elle connaissait le signal. 10 minutes plus tard, les secours sont arrivés. J'étais consciente, mais jouais l'égarement. Élise jouait la douleur. Julien tournait en rond, nerveux. Elle déclinait, a dit Élise aux ambulanciers me caressant les cheveux comme si elle m'aimait. On était si inquiets. Ce qu'ils ignoraient, c'était que chaque mot était enregistré. Chaque emballage consigné, chaque instant filmé. Et bientôt chaque mensonge, diffusé au tribunal. Ils n'étaient pas venus pour dîner. Ils étaient revenus écrire leur propre chute. On m'a conduite aux urgences sur un brancard. Je gardais les yeux mi-clos, le visage relâché. Je voulais sembler assez malade pour inquiéter, mais pas au point qu'on m'injecte je ne sais quoi. Entre deux infirmiers, j'ai murmuré au médecin comme répété 100 fois. Je ne suis pas malade, on m'empoisonne. Son stylo s'est arrêté. Pardon, je l'ai répété clair. On m'empoisonne, j'ai des preuves. Tout est dans mon sac. Ils ont échangé un regard hésitant entre appeler un toxicologue ou un psychiatre. Mais ils ont vérifié le sac. Dedans, tout y était. Un sachet étiqueté de bonbons non mangés, des dizaines d'emballages triés par date, une clé USB avec les enregistrements audio, les vidéos des caméras, l'imprimé de la police d'assurance, une chronologie manuscrite expliquant tout de A à Z. Ils n'ont plus posé de questions. Ils ont appelé la police. 2 officiers sont arrivés 1 heure plus tard, inspecteur Dupont et Martin. Sérieux, professionnels. Ils ont pris les preuves, visionné des clips dans le salon de l'hôpital sans dire grand-chose. Mais leur posture a changé quand la voix de Théo a résonné. Maman dit que ce bonbon fait dormir mamie pour toujours. Maman dit que ce bonbon fait... Puis celle d'Élise basse tranchante. Assure-toi qu'elle le prenne. Ça suffisait. Ils sont retournés chez moi le soir même avec un mandat. Je suis restée à l'hôpital pour observation, mais Sophie m'envoyait des nouvelles en direct. Elle regardait depuis la rue quand la voiture de police s'est garée suivie de 2 autres. Élise a ouvert la porte en peignoir. Julien était derrière en t-shirt pieds nus. Ils ont été menottés sur le perron. Les chefs d'accusation sont tombés plus tard, tentative de meurtre fraude à l'assurance mise en danger d'enfants. La caution a été refusée. Théo a été placé temporairement en foyer d'accueil. Mais à la fin de la semaine, ma demande de garde d'urgence a été approuvée. Il est rentré avec un petit sac et des yeux silencieux. Je l'ai serré dans mes bras, murmurant « Tu es en sécurité maintenant, je te le promets ». Il a demandé « Ils sont fâchés contre moi ». « Non, mon trésor », ai-je dit écartant ses cheveux. « Ils sont fâchés que je ne sois pas morte ». Et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'étais encore là. Et qu'on m'avait enfin entendu. Le tribunal était silencieux quand le juge a parlé. La garde complète de Théo Moreau est attribuée à Claire Moreau. Les droits parentaux d'Élise Moreau sont révoqués à titre permanent. Je n'ai pas célébré. J'ai juste respiré pour la première fois depuis des semaines. Théo m'a pris la main et a murmuré « On peut rentrer à la maison maintenant ». Nous sommes rentrés. Ce soir-là, je l'ai bordé sans vérifier ses poches. Plus de bonbons, plus de pièges. Juste son dinosaure en peluche et le son régulier de sa respiration. Dans les semaines qui ont suivi, mon histoire s'est répandue. Un journal a titré « Une grand-mère déjoue des assassins, sauve son petit-fils avec une caméra cachée et un courage discret ». Être appelée courageuse me semblait étrange. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais chanceuse, vieille, comme quelqu'un qui avait eu une seconde chance. Mais les lettres ont commencé à arriver des dizaines de grands-parents élevant seuls leurs petits-enfants fatigués invisibles. Certains avaient affronté des batailles judiciaires. D'autres des abus, des trahisons, le silence. Alors j'ai créé un groupe. Le mardi matin à la bibliothèque municipale, café gratuit sans jugement. On l'a appelé
Le cercle des seconds départs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un lieu où des gens comme moi pouvaient respirer à nouveau. À notre première réunion, je leur ai dit: ils ont utilisé un enfant innocent pour me tuer. J'ai utilisé l'amour et des preuves pour le sauver. Si j'ai pu le faire briser, effrayer seul, vous le pouvez aussi. Avant, je pensais que survivre, c'était se taire. Maintenant, je sais survivre, c'est dire la vérité assez fort pour que quelqu'un l'entende. Avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre âge, de votre douceur, de votre silence? Que feriez-vous si quelqu'un essayait d'écrire la fin de votre histoire à votre place? J'ai réécrit la mienne. Vous pouvez encore écrire la vôtre.